Bonjour à toutes et à tous. On Bonjour va à vous tous. laisser arriver. Bonjour Laurent, bonjour Flora. Il me semble, il me semble que Annie Duprat m'avait dit qu'elle serait là aussi. Hop. Voilà, on peut laisser quelques minutes, mais on peut commencer aussi. D'habitude, on a cette séance du Let's See Why de 13h30 à 14h où on met en avant des initiatives de professeurs, des initiatives d'étudiants, voilà, des choses qui se passent. Et c'est une manière de conclure la semaine, parce que le week-end n'est pas très loin, de conclure la semaine sur un ton plus léger et pour s'intéresser à ce qui se passe chez notre voisin et chez notre voisine. Et aujourd'hui, on vous a proposé de rendre plutôt un hommage un an après à Samuel Paty. Il y a un appel à cela dans les écoles par le ministre Jean-Michel Blanquer. Il y a un appel à cela dans les établissements d'enseignement supérieur par la ministre Frédérique Vidal. Et au lieu de simplement dire un mot à l'occasion du Let's See Why ou bien d'envoyer juste un message écrit et puis de remettre en avant un certain nombre d'articles ou de contributions qu'on avait faites, on a décidé de consacrer ce temps de Let's See Why. Donc du coup un Let's See Why un peu plus sérieux et grave que le ton habituel, mais ça nous a paru important de consacrer ce temps-là. Vous savez qu'on avait été touché à plusieurs titres par cet attentat. On avait été évidemment touché, comme tout citoyen d'une démocratie qui promeut la liberté d'expression, pour qui c'est une victoire sur les obscurités, et donc c'est voilà, en tant que citoyen premièrement. Deuxièmement, en tant que personnel et étudiant d'une université, parce que ça veut dire quelque chose qu'être dans une université, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, qu'on soit personnel administratif ou technique, qu'on soit enseignant, qu'on soit euh, qu'on soit étudiant. La base de l'université, c'est de concevoir les connaissances, de concevoir les savoirs et puis de les partager, donc de les consolider de manière collective et de les partager de manière collective, de les transmettre. C'est notre rôle principal, notre première raison d'être. Et d'ailleurs, on n'en a pas besoin d'autres. C'est une raison d'être suffisante. Et donc, un attentat comme ce qui s'est passé avec Samuel Paty nous touche particulièrement dans le cœur de notre mission. Bien sûr, les professeurs d'histoire géo et Laurent Gatineau avaient dit un mot il y a un an lorsqu'on avait fait l'hommage à Samuel Paty, et il redira un mot. Euh, et on était touché également par notre proximité avec le collège où l'attentat a eu lieu, à Conflans-Sainte-Honorine. On se rappelle que nous avons des étudiants aujourd'hui dans nos locaux qui étaient collégiens là-bas. Nous avons des professeurs stagiaires de l'INSPE. Je vois le directeur de l'INSPE, Eric, qui est présent, qui travaillait l'année dernière dans ce collège. Et puis nous avons des personnels, à nouveau, étudiants administratifs, techniques, enseignants, dont les enfants sont dans le collège de Bois d'Aulne, et voir certains, et on a vu un témoignage très, très poignant, dont certains étaient dans la classe de Samuel Paty. Ils ont assisté au dernier cours de Samuel Paty. Il s'était dit à lundi et il n'y a pas eu de lundi.
Voilà. Donc, on était vraiment touchés au fond de notre chair, et donc pas uniquement de notre esprit, mais au fond de notre chair par cet attentat. J'avais fait passer un article un mois après. Je m'étais promis de réécrire quelque chose un mois après, parce que on oublie tellement vite ce genre de drame. Du coup, voilà, j'avais pu faire quelque chose un mois après. Et puis, on a l'occasion, triste occasion, mais nécessaire et importante, de se redire les choses, de recommunier ensemble sur ce drame un an après. Et donc, c'est la raison de ce Let's See Why, donc plus grave que d'habitude. Et cet hommage à Samuel Paty a commencé hier soir dans l'université, puisque nous avons lancé le cycle Université ouverte, vous savez, les cycles de conférences ouverts au territoire et aux citoyens. Ça a été ouvert par Olivier Héran sur justement enseignement et liberté d'expression. Et Flora Coucou, Laurent Guéguenot a pu ouvrir le colloque hier, et Flora Coucou a accompagné notre conférencier tout au long, et elle nous en dira quelques mots aussi. On avait également à l'époque sollicité des collègues pour rédiger des articles dans The Conversation, et c'est ainsi que Annie Duprat, pardon, pardon Annie, qui est spécialiste des caricatures 19e, 18e, 19e, etc., avait pu faire un article qui revenait sur ce grand sujet des caricatures tout au long de l'histoire de la France, et ça remonte à il y a longtemps. Voilà pour ces quelques mots. Je vous propose de passer la parole à Laurent pour qu'il dise quelques mots, et puis à Flora. Et surtout, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse se ménager un temps d'échange entre nous. Il peut y avoir encore de l'émotion parce que ça reste très vif. Il peut y avoir aussi des réflexions, des souhaits, des craintes. Voilà, qui peuvent s'exprimer, que la parole est totalement libre. Et donc, l'idée, c'est de vous laisser la possibilité de prendre la parole et de partager ce temps tous ensemble. Laurent, je peux te passer la Oui, parole? d'accord. Merci François. Alors effectivement, l'an dernier, j'étais intervenu du temps que nous avions pris pour commémorer la mémoire de Samuel Paty. J'avais conclu sur nous espérions qu'il ne soit pas mort pour rien, et qu'effectivement ça allait éclairer un petit peu, sensibiliser l'ensemble de la communauté aux enjeux, hein. Vous le savez, dans l'établissement, on a ambition, mais qui est plus qu'une ambition, c'est une obligation, hein, c'est former les citoyens du XXIe siècle, hein. Et évidemment, réussir à ce que nos jeunes, réussir à ce que la mission qui est remplie par l'INSPE en particulier, dans la formation de nos enseignants, hein, c'est un enjeu très important pour nous de pouvoir être éclairés par cette nécessité jour après jour, hein. J'avais été aussi marqué, puisque vous le savez sûrement, hein, mais lorsque j'étais directeur de composante en LSH, nous avions eu des difficultés sur certains enseignements avec des contestations assez rudes, hein, sur le contenu des cours et en histoire. Et évidemment, il y a cet enjeu pour nous tous, c'est assurer la liberté d'expression, assurer la sensibilisation au sens critique, réussir à sensibiliser l'ensemble de nos jeunes au débat respectueux des uns et des autres. Et effectivement, c'était un des éléments centraux, hein, hier soir, hein, de la conférence de François Héran, hein, donc professeur au Collège de France, hein, qui donc a été là pour nous parler d'enseigner et d'assurer la liberté d'expression. Et donc, j'ai proposé à Flora, hein, de nous faire une petite synthèse de grands éléments clés qui ont été amenés par notre
intervenants et puis ensuite on échangera ensemble parce que pour moi, ce qui est vraiment essentiel, hein, puisqu'on est en pleine réflexion sur la transition et en particulier sa dimension sociétale, on a vraiment une nécessité de pouvoir valoriser l'ensemble de ces enjeux dans nos formations. Merci Laurent. Flora, je peux te passer la parole? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent, merci François. Alors, voilà, l'année dernière, quand mes collègues du service culture ont pensé le programme qu'on allait préparer pour l'université ouverte, vous savez, l'université ouverte, c'est l'ensemble des conférences, débats, pas seulement scientifiques, mais aussi sur les grands sujets d'actualité. On a remarqué à de juste titre que le début de ce cycle coïncidait avec l'anniversaire de Samuel Paty. Et il fallait consacrer, c'était une évidence pour nous de consacrer le premier débat sur la liberté d'expression. Et on a pensé d'inviter François Héran, qui est un de nos grands sociologues, il est professeur au Collège de France. Lui, il a contribué beaucoup au débat parce qu'il a écrit une lettre au professeur d'histoire, géographie sur la liberté d'expression, 15 jours après l'assassinat. Cette petite lettre a été ensuite reprise et étendue sous forme d'un magnifique livre qui est sorti aux éditions de la Découverte, que je vous incite à le lire. Et la conférence hier, c'était un peu, il a repris un peu ses points, le travail qu'il a fait sur ces livres, mais pour résumer la conférence, d'abord c'était très haut volé, admirable, bien documenté, parce que lui, en tant que sociologue, il a donné les aspects sociaux et historiques de la liberté d'expression. On a appris beaucoup de choses, mais juste pour vous dire pourquoi il a il a écrit la lettre. Il a écrit la lettre 15 jours après parce qu'au coup de l'émotion, il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu à l'extrême, c'est-à-dire le curseur était soit d'un côté, soit de l'autre. Il y avait des professeurs qui ne savaient pas, ils étaient complètement déboussolés. Lui, il voulait vraiment faire la lettre pour encourager, je le cite, les professeurs à exercer leur discernement. La critique des religions, si nécessaire doit-elle, n'existe pas l'outrage gratuit. Là, c'est là il a développé pourquoi, pourquoi de ces... De cette position, la liberté d'expression, l'un des biens les plus précieux pour préserver de la démocratie, ne peut pas être érigé en absolu. C'est-à-dire, il nous a dit qu'il y a quand même des limites à la liberté d'expression, et ces limites, heureusement, sont bétonnées par la loi nationale, internationale ou européenne. Et là, on a assisté quand même à un discours sur l'histoire de la liberté d'expression. Et là, c'était vraiment quelque chose que les gens ne connaissent pas, ni les professeurs apprennent. Comment, en commençant par la convention, je prends mes notes parce que là, vraiment, ce n'est pas mon sujet, et c'était vraiment, alors, par la constituante de 1789, quand on commence à parler des droits de l'homme, il nous a expliqué comment on est passé à 1948 avec la Déclaration des droits universels, et après, les droits, qu'est-ce qu'il fait l'Europe à ce niveau? C'est-à-dire qu'on a vraiment suivi l'histoire et comment les limites. C'est ça qui est important. Il nous explique comment les limites raisonnables de la liberté d'expression sont inscrites dans la législation nationale et européenne. Voilà, ça c'est vraiment très très important parce que évidemment lui, il avait quand même l'œil d'historien, de sociologue, et il pouvait faire quand même une étude sans concession et aussi très pointue. Et qu'il a beaucoup aidé, j'espère que sa contribution va beaucoup aider. Il a rappelé, etc. Je prends aussi encore une note. La règle d'or qui est toujours, et qu'on appelle en éthique, la règle d'or qui dit que
je pense que tous les professeurs doivent appliquer ça, c'est que on ne peut pas, je prends exactement la référence, on ne peut pas, excusez-moi parce que là je ne l'ai pas, voilà. Voilà, qu'on peut pas, ce qui dit l'éthique, c'est vraiment traite l'autrui comme tu voudrais le traiter, ne fais pas l'autrui ce que tu ne voulais pas qu'on fasse. Agis de telle sorte que ta règle puisse tenir lieu des maximes universelles. Alors, on voit bien que de ce point de vue, les professeurs et les enseignants, ils peuvent utiliser pas seulement user leur discernement, avoir le sens de la mesure, et à chaque fois qu'ils pensent, il faut voir, il faut éviter de heurter la conscience des élèves. On sait bien que, comme il a appelé les deux tours jumelles, la liberté d'expression et la liberté de conscience sont indissociables et sont traitées sous la forme de deux articles pour montrer qu'elles sont équivalentes, dont on ne peut pas les séparer. Et ils sont le même poids dans la Déclaration universelle. Et aussi, il faut faire attention qu'il ne faut pas faire la scission, pas la séparation entre la croyance et le croyant. Donc, quand on critique, la critique est bonne, mais il y a toujours des limites. On critique une croyance, il faut aussi penser ne pas heurter le croyant. Et aussi, pour finir, il faut, voilà, qu'il a parlé des problèmes sociaux, et il a parlé de la lutte de discrimination, parce que passer de la liberté d'expression, défendre la liberté d'expression, c'est aussi lié à lutter contre toutes les discriminations de toutes sortes, y compris les discriminations islamophobes. Et cette lutte, c'est important, doit aller de pair avec la lutte contre le déchaînement et la violence extrémiste sur les réseaux sociaux. Et il faut aussi rappeler que l'ensemble des questions sociales et éthiques qui ont été abordées lors du discours de l'hommage peut-être du président de la République dans la cour de la Sorbonne, ils sont. Et il faut que l'État quand même se recentre et il faut quand même qu'on se concentre à toutes ces questions, former nos enseignants. Parce que, par exemple, hier, c'était quand même très formateur pour voir un peu l'histoire, voir un peu les aspects sociaux et la lecture un peu pas seulement historique, sociologique aussi, où il a traité les réseaux sociaux. Donc, c'était assez vaste et je pense que l'année dernière, on était vraiment sous le coup de l'émotion. On n'a pas vu l'étendue du sujet. Maintenant, avec le recul, il y a beaucoup de choses à dire, à décider, mais le point qu'il faut retenir, qu'il ne faut pas ériger en liberté absolue, la liberté d'expression. Il est très important de prendre au sérieux les limites raisonnables. Et qu'est-ce que c'est les limites raisonnables? Il suffit de regarder nos textes nationaux, nos textes internationaux et surtout les droits de l'homme et du citoyen européen qui nous assurent qu'on peut quand même, en respectant tout ça, en formant correctement les jeunes, on peut éviter pas seulement des cas des assassinats comme celui-ci de l'année dernière, mais être sûr qu'on forme les jeunes responsables et on peut quand même vivre en société. Et il ne faut pas aussi oublier les règles, le discernement, le sens de la mesure et toujours penser qu'il ne faut pas, avant de parler, bon, il a dit voilà, il faut quand même se tenir et se retenir, avant de dire quelque chose ou prendre une position, il faut penser si on heurte ou on n'heurte pas la conscience de nos élèves ou de nos concitoyens. Voilà. Mais je finis juste parce que comme on n'a pas pu le faire en direct, et la conf, comme toutes les confs de l'université ouverte, seront sur le YouTube, dont vous pouvez le suivre. Et je vous incite vraiment à lire le petit livre ou la lettre qu'il a fait, parce que
c'est vraiment, et il prend assez de recul et il a une vue beaucoup plus générale que nous aussi. Et il soulève beaucoup de questions. Il sera très bien de l'écouter encore une fois, mais en tout cas, la partie historique, tout ça, c'est très important parce qu'on ne savait pas aussi. On voit qu'il y a beaucoup de choses, et surtout le droit européen, qui protège beaucoup l'individu et ses libertés. Donc, voilà, il faut quand même suivre un peu, être... Voilà. Merci Flora. Merci Flora pour ce retour et du coup on pourra aller voir la conférence comme tu le dis. Tu as parlé à la fin, tu as conclu autour des questions de formation, comment on se forme nous-mêmes, comment on s'informe, mais je vois que Éric de Saint-Léger a levé la main. Il y a justement eu dans la foulée de cet événement tragique la question de la formation et de la sensibilisation des professeurs aux enjeux de la laïcité et à la manière de savoir comment réagir, quel était le droit, etc. Éric, je vois que tu as levé la main, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup François et bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais qu'aller dans le sens de ce qui a été dit juste avant moi et vous en avez tous entendu parler. Et après l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu à nouveau un focus qui a été fait sur les valeurs de la République et la laïcité. On avait pu en discuter ensemble il y a maintenant à peu près 1 an et j'avais rappelé à cette époque que au sein du réseau des INSPE, dans les formations à destination des futurs professeurs des écoles ou enseignants en collège et en lycée ou conseillers pédagogiques d'établissement, les CPE, cette question-là était déjà abordée. Alors, on vous l'a très bien dit, hein, la question de la séparation des églises de l'État, la question de la neutralité, c'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on n'interdit pas la liberté de croyance, au contraire, on la protège. On dit juste qu'elle a des limites et qu'elle doit se faire dans un cadre respectueux. C'est ça le principe de laïcité. Ça, ce sont évidemment des éléments qu'on enseigne à nos étudiants et dans la réforme des Master MEF, cet axe-là a pris encore, on va dire, un peu plus d'importance. Mais c'est quelque chose sur lequel, et moi je le dis en toute humilité, parce que c'est mes collègues qui ont fait ça, c'est un sujet qui est travaillé depuis de nombreuses années au sein de l'Académie de Versailles. Et sachez qu'avec la rectrice de l'Académie de Versailles, on a décidé, dans le cadre de notre dossier d'accréditation, de faire de la laïcité et des valeurs de la République un des axes clés de notre travail commun. Ça veut dire que derrière, il y a des actions qui vont se mettre en place. On a eu la chance d'accueillir, et au cours de l'année dernière, je remercie par exemple Marie-Laure Lalouf ici présente, des intervenants qui, dans le cadre de séminaires, qui étaient ouverts à l'ensemble des personnels de l'INSPE, aussi des étudiants. Je pense par exemple à Rudy Reichstag, d'autres collègues qui ont pu intervenir et puis nous éclairer sur ces questions. Ils sont importants. Et si je veux être encore plus concret, je vais vous donner l'exemple, par exemple, dans le Master MEF Histoire Géo, d'un collègue qui, cette semaine, a abordé cette question à travers des textes qu'il a partagés avec ses étudiants sur un enseignement qu'on appelle les questions socialement vives. Et il a abordé le sujet d'être un enseignant contesté. Voilà. Et ce sujet, il l'a abordé pour pouvoir faire réfléchir les étudiants à cette situation. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est contesté? Comment on aborde ça? Comment on peut réagir? Et vous voyez, à côté parfois d'une présentation qui est très descendante et donc qu'on doit faire parce qu'on doit rappeler ce que c'est que la laïcité, je pense qu'il est aussi clé d'avoir ces moments qui sont en fait des moments d'échange où on pose une question. Évidemment, nous, on est capable d'aborder cette question avec des textes et des références pour aider les étudiants à réfléchir, mais il faut que ça soit abordé sous l'angle de l'échange et de la discussion. Et je pense que de cette façon, on accomplit aussi notre mission à l'INSPE, on va dire notre mission en tant qu'enseignant, où on permet aussi aux étudiants d'aborder les sujets concrètement et de voir aussi comment ils peuvent réagir. Voilà, c'était le point que je voulais souligner. Et je remercie donc tous les collègues qui participent à cette prise de conscience. Merci beaucoup. Merci Eric.
Est-ce qu'il y a certaines ou certains d'entre vous qui voudraient prendre la parole? Oui, Marie-Laure. Tu n'as pas mis ton micro. Ah voilà, super. Juste pour compléter, pour dire effectivement que les 3 journées d'études organisées l'an passé sur ces questions-là sont disponibles sous forme donc de vidéos sur le site de l'INSPE et que nous préparons pour le 8 décembre prochain un temps de réflexion commun qui s'intitulera Enseigner, éduquer à la laïcité après l'événement de l'assassinat de Samuel Paty, nouvelles épreuves, nouveaux défis, nouveaux enjeux. Nous souhaitons que ça soit un temps de prise de recul par rapport à cet événement, que cela permette à la fois de susciter des paroles de chercheurs, de formateurs et d'enseignants stagiaires ou nouvellement nommés. Et on envisage, dans la suite de ce qu'Éric a évoqué tout de suite, que des collègues qui ont mené un travail préalable avec leurs étudiants ou stagiaires puissent rendre compte de ce travail, des questions qu'il a suscitées, des initiatives par lesquelles il pourra être prolongé. Je voulais juste ajouter un dernier point, à savoir aussi l'actualité de la recherche en éducation sur ces questions. La revue Recherche et Éducation, qui est une revue généraliste de recherche en éducation et formation, dans son numéro 21, a publié donc un numéro thématique qui s'appelle « La laïcité, analyseur des fractures françaises » et qui montre comment les enseignants, puisque c'est le point de vue des acteurs qui est étudié à travers notamment une recherche de Françoise Lantôme et Charlène Ménard sur la base d'un nombre important d'entretiens avec des enseignants, pour voir comment, entre ce qui est prescrit en termes d'enseignement des valeurs de la République et ce qui, dans la diversité des territoires, se met en œuvre, voilà, comment se joue cet écart entre le prescrit et le réel, comment on enseigne la laïcité en lycée professionnel, dans différents contextes, comment les manuels scolaires en présentent un objet de savoir parfois contraint, et des mises au point dans ce même numéro sont proposées par des personnes qui ont contribué notamment à l'élaboration des programmes en éducation morale et civique, comme Pierre Kahn, qui publie donc un travail sur l'enseignement laïque du fait religieux. Voilà. Merci. Magali, et puis je crois que Anne Leprat, qui était intervenue l'année dernière, voudra dire un petit mot. Magali? On va laisser Anne d'abord, peut-être. D'accord. Comme vous voulez, Magali. Anne, si Oui, oui. Allez-y, je vous prie. Ah, merci, Magali. Donc, ben voilà, on est 1 an après, là. J'ai encore beaucoup d'émotions, mais ça va. Finalement, l'année scolaire de l'année dernière s'est bien passée. Mon fils était donc avec Samuel Paty la dernière heure de cours. La crainte, ça a été, je ne vais plus jamais avoir de professeur d'histoire de ma vie. Plus personne ne voudra être professeur. Et après, la deuxième crainte a été au retour des vacances de la Toussaint. Ils avaient peur pour eux, les enfants, parce qu'ils étaient les élèves de Samuel Paty. Donc, ils ont pensé qu'il y allait avoir d'autres terroristes, etc. Puis les choses se sont calmées. Le collège a fait un travail formidable. Ça s'est calmé. Ils ont eu une remplaçante qui était trop belle, m'a dit mon fils. Alors, ça a joué. Il m'a dit, elle était comme ça, maman. Et donc, du coup, les choses ont repris. Les cours ont repris petit à petit. Voilà. Ils ont fait la minute de silence ce matin, ce soir, en fin de journée. Pour les élèves qui veulent, il y a un hommage, mais les parents ne sont pas invités. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu moyen. Et demain, à partir de 14h, si vous voulez participer à la marche blanche, en fait, elle quittera le collège du Bois d'Aulne à 14h. Elle ira
comment dire, à 15h sur la place de la Liberté. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que on a essayé d'organiser, alors je crois que Patrick Courriou m'a aidé, ainsi que des personnes de la communication. Le collège avait organisé le Forum des métiers et je pensais que c'était une bonne idée que CY soit présent pour déjà faire voir que oui, l'université, il y a une vie après le collège, il y a une vie après le lycée et malgré tout ce qui s'est passé, ben, voilà, il y a encore des professeurs qui sont là aujourd'hui. Bon, malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas pu se passer, mais autrement, je remercie beaucoup la communication et Patrick dessus. Et puis, merci à tous parce que après mon intervention, j'ai croisé des collègues et vous avez tous participé à ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous, Monsieur Paty, reposez en paix. Voilà. Je ne peux pas dire plus, en fait. C'est trop dur. Et merci à vous pour ce Let's See Why. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Anne, et merci encore pour l'intervention de l'année dernière. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais pour le ou la professeure, là en l'occurrence la professeure qui, quelques semaines, mois après, vient dire bonjour, je suis votre nouveau professeur d'histoire géo, c'est pas simple. Et donc, il y a un travail formidable d'accompagnement par le collège aussi. Magali ? Oui, c'est pas nécessaire, c'était pour rebondir sur la laïcité. Et merci Anne pour aussi cette intervention. Mais c'était simplement pour vous faire part d'une façon de présenter la laïcité que j'ai trouvé très, très intéressante de Delphine Orviller, qui est une rabbine, qui se présente comme une rabbine laïque, qui œuvre beaucoup et qui était intervenue après l'attentat contre Samuel Paty et qui a donné sa définition de la laïcité. Elle dit la laïcité, c'est une promesse qui rend l'air plus respirable. C'est un cadre, c'est un espace mental qui n'est pas saturé des convictions et des certitudes de chacun. Et donc, c'est cette idée que la laïcité, c'est ce qui permet à tous, en fait, d'habiter le même espace mental et pour justement avoir progressé dans la connaissance du monde. Et donc, je trouvais que cette promesse qui rend l'air un peu plus respirable, je trouvais que c'était une belle manière de présenter la laïcité. Et Delphine Orviller, elle a un de ses derniers bouquins, ça s'appelle « Vivre avec nos morts ». Ouais, et on peut considérer que Samuel Paty fait partie de nos morts et on a à vivre avec sa disparition. Ce qui fait qu'il y a en fait deux espaces à traiter. Il y a l'espace de ceux qui ont disparu dans toutes circonstances et ici dans des circonstances tragiques. J'oublie pas que nous avons aussi eu au moment du Bataclan des personnels, je pense à une en particulier, qui était sur place et son mari est décédé. Ça reste très marqué en moi. Donc on a à vivre avec ceux qui ont disparu, qu'on les ait connus ou non, mais dont l'histoire fait écho à la nôtre. Et puis on a à vivre avec les présents. Et donc c'est ce que tu indiques, Magali, c'est-à-dire être capable de mettre en place des cadres qui nous permettent de vivre de manière collective. Et donc c'est le droit, mais c'est toutes les sciences, la liberté d'expression qui sont importantes. C'est quelque chose que je rappelle régulièrement. On a tendance à croire que nos institutions existent de toute éternité, c'est-à-dire parce que aussi loin que de notre petite vie, on puisse regarder derrière nous, la démocratie existe, on croit que c'est un éternel, alors que la démocratie, la manière dont on vit ensemble, c'est un combat quotidien, ça doit être réinventé, réenchanté par chaque génération. On passe le flambeau aux nouvelles générations et ça sera à eux de protéger ça, c'est un acquis, mais ça n'existe pas de toute éternité. Les choses peuvent basculer et donc ça vaut le coup d'y penser, d'y réfléchir
et de ne jamais oublier que toutes nos institutions, voilà, que une formation avec des enseignants, ça tient parce qu'il y a des équipes et des gens qui s'en occupent, qu'une université, ça tient parce qu'il y a des gens dans les conseils, il y a des gens pour s'en occuper, il y a des directeurs de composantes, etc. Et qu'un pays, ça tient parce qu'on a des sénateurs, des députés, quoi qu'on en pense parfois, et puis des maires dans des villes, etc. C'est parce qu'il y a tous ces… Voilà, c'est parce qu'il y a des associations, c'est parce qu'il y a des institutions culturelles et des gens qui s'en occupent, c'est parce qu'il y a des fédérations de sport et des gens qui s'en occupent que tout ça, ça tient. Et ça ne tient pas par l'opération du Saint-Esprit, si vous pardonnez ce mauvais jeu de mots. Voilà, ça tient parce qu'il y a des hommes et des femmes qui s'en occupent au jour le jour. Et voilà, c'est toujours bien il faut savoir vivre avec nos morts et puis vivre pour les vivants avec les vivants. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas, on a une étudiante, ou une étudiante, une je pense, qui dit, en tant qu'étudiante, je lis dans le fil conversé, en tant qu'étudiante, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé sur la question de la laïcité et des libertés françaises. Je pense que dès le collège, on devrait inculquer aux élèves les valeurs et les principes de la République. Je crois que du coup, Éric de Saint-Léger en a parlé, mais effectivement, vous avez raison. Eva Hirtz rappelle que nous avons un DU laïcité sur laïcité et grands principes de la République dans l'université, qui est ouverte aux étudiants, au personnel. Voilà. Et il peut être suivi par module. Et Anne Leprat concluait dans le fil conversé le fait que les élèves du Bois d'Aulne, donc le collège, ont participé à une réflexion sur le thème dire la liberté et la liberté de dire. Voilà, c'est presque un sujet du bac de philo, ça. Alors, est-ce que, voilà, je ne veux pas brider la conversation. Ce n'est pas parce que le schéma habituel, c'est 30 minutes qu'on n'est pas autorisé à dépasser. On fait ce qu'on veut. Hein. Liberté d'expression, liberté d'action. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de rajouter un petit mot. Je meuble 30 secondes le temps que vous réfléchissiez. Et sinon, on pourra conclure cette session. Voilà, je regarde sur mes petits, je ne vois pas de main se lever ni de personne s'agiter dans son écran. Voilà, exactement. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci aux intervenants et puis à toutes celles et ceux qui ont encore, enfin pas merci spécialement, mais qui ont encore le cœur qui saigne par ce qui s'est passé et puis qui sont soucieux de préserver nos espaces de liberté et d'expression. Voilà, merci à toutes et tous. Merci du fond du cœur pour la communauté que nous formons et que nous représentons tous ensemble. Et je vous dis à très bientôt dans les couloirs ou bien en visio ou quelque part, mais à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.